pense qu'on va commencer, si ça vous va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir ici, Laura et moi. On va discuter aujourd'hui de stratégie de communication et stratégie de climat et comment aligner les deux pour engager les parties prenantes. Alors, on fait presque ça le comble, c'est super, même si on est un sage sur deux. En tout cas, c'est très intéressant pour nous de vous avoir parce que le sujet de stratégie climat est un sujet forcément au cœur de nos préoccupations chez Cantis. Et on va essayer de débroussailler un peu tout ça pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et à bien structurer une stratégie de communication efficace au service d'une stratégie climat ambitieuse et crédible. Donc on est deux aujourd'hui, Laura et moi, parce qu'on a deux approches complémentaires sur le sujet. Moi, j'agis au sein de Cantis, donc Antoine Bois-Lemarquis, pardon. Je vais passer la slide d'après. Donc Antoine Bois-Lemarquis, j'agis au sein de Cantis dans la mesure d'impact, la définition des objectifs de réduction et les questions d'engagement sur des stratégies de neutralité. Et Laura, de son côté, va vous dire ce qu'elle fait. Bonjour, vous m'entendez ? Je suis Laura Chatin, donc moi je suis consultante en communication responsable et j'interviens en complémentarité d'Antoine sur les projets de stratégie climat pour engager les parties prenantes et valoriser la performance environnementale des entreprises. Désolé, ça va être un défilé comme ça au micro, ça va pas être très pratique. Avant de plonger un peu dans le gros du sujet, on voudrait savoir qui connaît Cantis dans la salle. Oh, super, donc, beaucoup de monde, très bien. Donc vous savez que le positionnement de Cantis, c'est de lier ce que la science climatique notamment fait de plus pointu et le business. Donc grosso modo, on essaye de faire transitionner des modèles d'entreprise vers des modèles plus respectueux de l'environnement via des stratégies de réduction, donc de mesure d'impact, de réduction, et ensuite des améliorations de pratiques environnementales. Tout ça, sur la base de la science, nous, notre credo, c'est vraiment de baser la majorité de nos décisions sur ce que la science fait de meilleur et sur ce que la science peut nous dire des enjeux et des problématiques. Et on utilise notamment des métriques robustes comme base. Donc l'idée, c'est d'être le plus pertinent et le plus crédible. Et pour ça, il faut aussi savoir le communiquer, et donc c'est aussi un autre élément de notre action. Oui, ce que vous savez peut-être un petit peu moins, c'est qu'on accompagne aussi nos clients sur la communication. Il s'agit de traduire la complexité de la science, parce que ce n'est pas toujours simple. Notre objectif dans ce département communication, c'est d'arriver à éduquer les parties prenantes sur les enjeux environnementaux, de les engager, c'est-à-dire donc de les impliquer dans les projets et de les inciter à l'action, et bien sûr de valoriser la performance environnementale des entreprises. Aujourd'hui, du coup, dans cette session de 40 minutes, on va commencer par justement traduire cette complexité et le fameux jargon climatique. On voit qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés, mais on ne sait pas exactement ce que ça recouvre, donc on va le décrypter pour vous. Et la deuxième partie sera dédiée à la stratégie climat et à la communication, et sur le sujet clé de l'engagement des parties prenantes. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, le succès d'une stratégie climat bien mise en œuvre, elle repose sur la capacité de l'entreprise à embarquer ses parties prenantes tout au long de ce parcours ambitieux. On finira par quelques minutes de questions-réponses. Alors du coup, c'est à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas faire passer de micro, mais... Alors, on va solliciter un peu vos compétences de natifs digitaux. Donc, il faudrait sortir vos smartphones ou votre ordinateur et vous connecter à Internet, notamment pour poser les questions. Comme on ne peut pas faire passer de micro, il faudrait vous connecter à produrable.com. Ensuite, aller dans Programme, Édition 2020 et choisir la session en cours. Il y a un petit lien Interaction conférence. Et c'est là que vous pourrez écrire vos questions pour qu'on puisse les prendre soit... idéalement à la toute fin, pour qu'on puisse garder le flow de la présentation. Donc je répète, donc programme, édition 2020, session stratégie climat et stratégie de communication, et le lien interaction conférence. Je vous laisse juste 2 minutes. Sachez que ça nous permettra, nous, de garder les questions et du coup vous répondre plus tard si on n'a pas le temps d'aborder toutes les questions. Après, je vois que la salle, elle n'est pas non plus énorme. Je pense qu'on peut peut-être faire à voix haute si vous avez besoin de poser une question sur le vif, quoi. Ouais. Parce que du coup, pour le Menti, ça ne va pas être pratique. Ben oui, je sais. Ouais. Parce que donc, on avait la volonté de rendre cet échange un petit peu plus interactif et nous aussi,
on voulait vous proposer d'aller sur menti.com, donc en plus une autre adresse, et partager ce code, ce qui nous permettait de faire 2-3 questions de sondage et d'avoir un échange ensemble. Je ne sais pas si vous pouvez vous connecter en plus sur ce site. Et ensuite rentrer le code. Et rentrer le code. Alors, il faut que je laisse le code à l'écran. On vous laisse... Ouais. On pourrait pas l'écrire, ce code. C'est bon ? On peut le dire à haute voix si jamais c'est écrit petit. Ouais. Bon, allez, on y va. Nous, on s'est présenté. Maintenant, c'est à vous. On aimerait savoir un petit peu quel rôle vous avez dans votre entreprise aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes plutôt dans le département développement durable, RSE, plutôt en communication, en marketing, ou encore dans les opérations, ou autres, peut-être des étudiants dans la salle. En général, sur ce genre d'atelier, on a des fonctions assez diverses qui sont présentes, parce que c'est vrai que le développement durable, ça touche à tous les secteurs de l'entreprise, et ça intéresse de plus en plus les gens. Est-ce que tu vois des réponses, Antoine, déjà ? Ce qui se détache, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans des directions de développement durable ou de RSE. Après, des personnes qui travaillent au sein d'ONG. Et ensuite, communication marketing. Voilà. D'accord. On va revenir au sujet de la communication climat. Vous avez dû le voir dans les news, dans la publicité. Il y a beaucoup de termes différents qui sont utilisés. On aimerait savoir, selon vous, avant de rentrer dans le décryptage, quel est le plus facile à comprendre ? Alors, est-ce que je peux avoir plus les différents termes ? Je sais pas. Non, désolé, la technique n'est pas avec nous. Alors, on va vous les lister, mais normalement, sur votre téléphone, ils apparaissent. Donc, est-ce que c'est le net zéro carbone, neutralité... Oui ? Ouais. Pas de souci. Voilà, 5, 2, 1, 3, 5, 7, 2. C'est bon. Alors, normalement, du coup, sur votre téléphone, ça s'affiche les différentes définitions. Oui, ça mouline ? Non, mais c'est marqué « Voting is closed ». Donc ça marche pas ? Pour la deuxième question ne marche pas. Ah bon ? Tu peux m'aider ? Ok. Normalement, ça devrait aller maintenant. Désolé pour le petit couac. Les aléas du direct. On peut voir le nombre de votes ou pas ? Oui. On était environ 30 tout à l'heure. D'accord. Pour l'instant, on a un grand gagnant quand même. On a un grand gagnant. Oui. Oui, d'accord. Bon. Donc, sans surprise, le terme neutralité carbone remporte les suffrages et c'est effectivement celui qui paraît le plus facile à comprendre et le plus utilisé de toute manière aujourd'hui. Deuxième question sur les mêmes termes. Selon vous, quel est le plus ambitieux ? Alors, ce n'est pas le terme le plus facile, effectivement, qui ressort. On est sur, du coup, une ambition plus élevée pour le terme bilan environnemental positif. Ce qui est un peu dommage parce que c'est un des termes qu'on ne va pas forcément décrire dans la présentation aujourd'hui. Mais en deuxième point vient zéro émission nette également, et ensuite impact net positif. Donc là-dessus, on se penchera un peu plus précisément sur ces éléments. Voilà, donc en termes d'ambition, le bilan environnemental positif, même si ce n'est pas forcément le plus facile à comprendre, apparaît comme étant celui qui est le plus ambitieux. Donc là, on revoit toutes les définitions
tous les termes qu'on vous a proposés, on voit qu'il y a une multiplicité et que du coup, ça crée de la confusion. Nous, on le ressent même dans les échanges qu'on a avec nos clients. Personne ne sait exactement ce que recouvre précisément chaque terme. Donc Antoine va nous en dire plus sur ce que dit la science à ce sujet. Effectivement, il y a un doute, un petit flou qui subsiste, et nous, on a voulu vous présenter 4 définitions un peu centrales que le GIEC met en avant, et qui permet de lever un peu le flou là-dessus. Ces 4 définitions centrales sur la neutralité, elles se distinguent notamment en termes de périmètre de gaz couvert, mais aussi d'intensité de l'effort. Donc la neutralité carbone, ou le net zéro carbone, ce qui au final est la même chose, se concentre sur le carbone. Donc on est sur un type de gaz, le carbone, on est focalisé là-dessus. Par contre, la démarche est toujours la même, c'est-à-dire qu'on réduit un maximum autant que possible, et ensuite on va équilibrer, compenser ces émissions, les émissions résiduelles, pour arriver au net zéro carbone. Ensuite, on a le net zéro, tout court, qui lui couvre toutes les émissions de gaz à effet de serre, donc on est sur un périmètre un peu plus élargi, mais c'est la même démarche, c'est-à-dire qu'on réduit autant que possible les émissions de gaz à effet de serre, on les compense. On a la neutralité climat, qui est, à mon sens, l'un des plus flous, parce qu'il couvre effectivement toutes les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut tenir compte des effets locaux. Donc là, la démarche est toujours la même, donc on réduit autant que possible, on équilibre les émissions résiduelles, mais on va plus loin parce qu'il faut tenir compte des effets locaux du changement climatique. On va essayer de compenser ces effets au niveau local. Et enfin, le net positif ou le net négatif, là on est encore sur les gaz à effet de serre en termes de couverture. On va réduire autant que possible les émissions de gaz à effet de serre. En revanche, en termes d'équilibrage, en termes de compensation, on va aller au-delà de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver à zéro, mais on va se retrouver à moins 1 ou à moins 200 000 tonnes de CO2 ou tonnes de CO2 équivalent. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas de définition de jusqu'où on doit aller pour être libellé net positif ou net négatif. Donc scientifiquement, dans les définitions, il y a une différence. En revanche, dans la pratique, les termes sont utilisés par les entreprises de manière un peu interchangeable. Et il y a même une simplification lorsqu'on parle de neutralité carbone. Bien souvent, les entreprises veulent dire neutralité sur tous les gaz à effet de serre. Donc le rôle de la communication, il est d'assurer la compréhension de tous les publics, que ce soit un public d'experts ou un public néophyte. Et notre recommandation, c'est bien de forcer le trait là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut peut-être une communication à deux niveaux, avec une communication grand public et une communication dans des documents précis pour une cible experte qui explique en détail comment cela est réalisé. Donc en plus d'un terme précis pour avoir une stratégie climatique ambitieuse, robuste et crédible, il faut aussi se pencher sur 3 éléments clés. Le périmètre, c'est-à-dire est-ce qu'on va cibler le niveau du produit, est-ce qu'on va cibler les émissions directes de l'entreprise via le scope 1 et 2, ou est-ce qu'on va cibler l'ensemble de la chaîne de valeur? C'est là qu'il va y avoir un différentiel d'ambition. Ensuite, l'approche, qui est, le périmètre, c'est un peu le quoi, voilà, sur quoi on agit. L'approche, ça va être le comment. Donc là, on va dire, est-ce que je réduis mes émissions? Est-ce que je ne fais que ça? Est-ce que je réduis mes émissions et est-ce que je les compense? Ou alors, voilà, jusqu'à quel outil on va utiliser pour servir cette stratégie. Et enfin, le calendrier, qui est extrêmement important, parce que c'est ça qui va donner un peu l'horizon d'atteinte de ces objectifs-là. Et on a un exemple juste au-dessus, qui est un exemple assez clair d'engagement direct, un peu simple, mais en tout cas, directement, un public non averti peut comprendre ce qui se passe. On a effectivement le quoi, qui est la neutralité carbone, donc j'agis sur le carbone. J'agis sur quoi? Sur la chaîne de valeur dans sa intégralité. Comment je le fais? Je réduis mes émissions et je séquestre les résiduels. Et en plus, je viens apporter un petit peu plus de détails en disant que je vais séquestrer via de la reforestation. Et enfin, il y a la temporalité avec ce 2050. Là, on a un cas concret donc, de Gore-Tex qu'on accompagne sur le sujet, qui va montrer ces 3 éléments. On a un premier élément sur le périmètre avec les sites de production de Gore qui sont dans une stratégie de réduction de moins 60% des émissions sur une temporalité à 2030. On est aussi sur les produits, donc d'ici 2030, baisser de moins 35% des émissions sur les produits. Et donc on intègre du coup la chaîne de valeur dans son ensemble. Et enfin, on est sur une temporalité à 2050 plus longue pour atteindre la neutralité carbone. Un élément qui est extrêmement important aussi, c'est que
dans la neutralité carbone d'ici 2050. On ne va pas s'arrêter de réduire les émissions en 2030, c'est-à-dire qu'on va continuer de toute manière jusqu'à 2050 à réduire nos émissions. Voilà grosso modo quelques définitions et un exemple. Donc là, on vient de parler de l'importance de la précision lors de la communication, mais l'autre point important, ça va être l'articulation avec la raison d'être de la marque. Hop, pardon. Souvent, les entreprises, elles ont des ambitions climatiques qui sont similaires. Au final, on va viser la neutralité ou la positivité. L'enjeu, du coup, en communication, ça va être de s'approprier plus spécifiquement le sujet du climat et de se différencier par rapport aux autres. Ici, on vous montre 3 exemples de marques qui l'ont fait. On a par exemple Starbucks, donc, qui est une marque qui est ancrée dans son ADN, qui est ancrée dans la proximité avec sa communauté. Ça s'est reflété dans l'annonce de sa stratégie climat. Cette annonce, elle s'est faite via la lettre ouverte du PDG à toutes ses parties prenantes. Donc c'est une communication qui est plus personnelle, qui est plus dans l'émotion. Ça se traduit aussi dans le vocabulaire qu'ils ont choisi, puisqu'ils parlent de rendre à la planète plus qu'elle n'en prend. Donc on voit que c'est un vocabulaire qui est très consumer-friendly, qui parle à tous, qui est donc vraiment aligné avec la marque Starbucks. Le deuxième exemple qu'on voulait vous montrer, c'est Ikea, donc, qui est une marque qui est très centrée sur les consommateurs dans leur vie quotidienne. Tout le monde ici a du Ikea chez soi. Leur mission de marque, c'est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. Et ça encore, ça se traduit dans leur communication de stratégie climat. Ils soulignent bien leur volonté d'agir au-delà de leur chaîne de valeur pour vraiment donner aux consommateurs les moyens de réduire leur propre empreinte carbone. Donc ils restent alignés dans leur marque, qui ils sont et en quoi leur stratégie climat vient nourrir leur mission de marque. Le dernier exemple, ça va être Danone, qui vise à apporter la santé par l'alimentation. Du coup, dans cette logique, la stratégie climat, elle vise à renforcer la résilience de la chaîne alimentaire globale, ce qui est indispensable pour eux pour mener à bien leur mission de marque. On voit du coup à chaque fois sur ces 3 exemples que la marque, elle vient influencer la façon de communiquer sur la stratégie climat et elle va permettre aux entreprises, aux marques, de vraiment s'approprier ces sujets et de se différencier par rapport aux autres. Notre conviction, c'est que la raison d'être d'une marque doit guider la stratégie climat, aussi bien dans le pourquoi on va lutter contre le réchauffement climatique que dans le comment on va le faire. Aujourd'hui, on sait que pour se conformer aux recommandations du GIEC, il ne s'agit plus seulement de mettre en place des actions responsables. Il va falloir drastiquement réduire les émissions de gaz à effet de serre, et ça veut dire transformer l'entreprise au cœur de son activité. C'est pour ça qu'aligner la marque et la stratégie climat, ça permet de vraiment intégrer la stratégie climat à la stratégie d'entreprise, d'une part, et d'autre part, ça va permettre de garantir la cohérence de la communication auprès de toutes les parties prenantes, qu'on parle vraiment d'une seule voix, et de mieux engager les différentes parties prenantes. Sur ce sujet-là, donc ici on vous a modélisé la mise en œuvre d'un parcours climat, donc de la stratégie climat, en 6 grandes étapes, comment on vient la mettre en œuvre. On va voir qu'à chaque fois, la communication a un rôle important à jouer. Il y a 5 grands enjeux de communication, qui va être d'abord de convaincre, ensuite de former, de communiquer bien sûr, d'impliquer et enfin de rapporter. Donc, on va passer au travers des différentes étapes en vous expliquant succinctement ce que ça implique au niveau opérationnel et ce que ça implique au niveau communication. Sur la première étape, bien évidemment, on ne peut pas partir sans avoir une image de départ, sans avoir une base de référence. Donc c'est là qu'intervient l'empreinte entreprise, qui est une empreinte entreprise soit axée sur le carbone, soit multi-indicateurs sur plusieurs éléments, l'eau, la biodiversité, etc. Aujourd'hui, en termes de climat, on se focalise sur le carbone. Et donc, on va définir la base de référence afin de construire un engagement autour de ça. À cette étape, c'est donc de la collecte de données qui va mobiliser les différents services de l'entreprise. C'est donc les prémices de l'engagement en interne. Deuxième étape, c'est la construction d'un business case pour engager vos parties prenantes. Que ce soit des parties prenantes, enfin, c'est principalement orienté vers des parties prenantes internes, notamment la direction dans ces cas-là. Et là, il s'agit de construire réellement l'argumentaire pour la stratégie climat
pour définir un peu tous les éléments de cette stratégie climat en termes de réduction et de neutralité. Donc ici, on intervient pour construire une recommandation donc, qui va viser à convaincre le COMEX, et on intervient sur le fond et la forme. Dans cette recommandation, on peut trouver donc, de la pédagogie sur les grands enjeux climatiques. On a souvent une analyse de la concurrence, que ce soit au niveau des stratégies climat ou des stratégies de communication, une évaluation des risques et des opportunités pour l'entreprise, et bien sûr une recommandation de la stratégie climatique la plus pertinente à adopter en fonction de son entreprise, sa marque, le contexte concurrentiel et les enjeux environnementaux ou les enjeux climatiques sectoriels. C'est vraiment une étape qui va être cruciale pour susciter l'adhésion du COMEX et garantir après une mise en œuvre plus sereine de la stratégie climat. Donc après avoir défini l'image, la base de référence aujourd'hui, après avoir engagé les parties prenantes dans cette démarche de construction d'une stratégie climat ambitieuse et crédible, vient le moment de définir des objectifs de réduction. C'est une première étape, c'est une étape nécessaire, cruciale, primordiale, parce qu'aujourd'hui, c'est ça ce qu'il faut faire en priorité. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on utilise les méthodologies les plus robustes et les plus reconnues en la matière, et c'est l'initiative Science Based Target qui les définit, et qui les porte et qui les valide. Donc ici, c'est le calcul de ces objectifs de réduction sur une temporalité entre 5 et 15 ans pour justement définir la démarche. Une fois que ces objectifs SBT auront été définis et validés par l'initiative, il va s'agir de les communiquer, d'abord en interne, puis à l'externe. En interne, l'enjeu, ça va être de former vos collaborateurs. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'un scope 3 ou qu'est-ce qui se cache derrière les enjeux climatiques. Donc il faut les éduquer sur ce sujet-là et susciter leur intérêt pour que par la suite, ils deviennent des ambassadeurs de votre stratégie climat. Chez Cantis, Petite animation. Il y a une petite animation. Chez Cantis, on aime beaucoup la gamification. Donc on a toute une offre de jeux en fait, qui vise à éduquer les publics. Donc que ce soit sur la biodiversité, l'éco-conception ou la mesure de l'empreinte carbone entreprise ou produit. Et c'est ce qu'on a fait là avec Gore-Tex. On a cet exemple, donc on a décliné ce jeu physique en jeu digital sur l'application Mural, en l'occurrence, que je vous recommande, qui est super pour susciter de l'interaction. Et donc ce jeu, il vise à faire comprendre comment on mesure une empreinte carbone, ce que recouvre le scope 1, 2, 3, de permettre d'estimer quels sont les hotspots de l'entreprise, là où il y a des enjeux de réduction importants, ce qui va permettre après d'expliquer plus facilement à nos collaborateurs pourquoi les objectifs carbone sont ceux-là et quelle est la vision de l'entreprise. Donc ça, c'est assez efficace pour faire de la pédagogie et pour faciliter la mémorisation des publics. Donc ça, c'était pour la communication interne. Donc nous, on l'a fait par exemple là sur Gore-Tex. On a réussi à former quand même 300 collaborateurs par petits groupes de 10-15. Mais c'est une stratégie qu'ils ont adoptée en amont avant de faire la communication externe. Sur la communication externe, on va faire de manière assez classique un plan de communication avec des messages clés définis selon ces audiences. Et là, on vous montre des exemples, on va dire la boîte à outils traditionnelle quand on communique sur la stratégie climat. Ça va être tous les outils de relations de presse avec un communiqué de presse et un Q&A. Donc ce question-réponse qui est souvent très important parce que c'est des sujets techniques, donc on a besoin de place pour pouvoir les expliquer et que tout le monde les comprenne. L'autre point important, c'est les infographies créatives qui vont pouvoir structurer l'approche de la stratégie climat, les aligner avec la marque et faire en sorte que ça soit compréhensible en un coup d'œil, donc arriver à synthétiser l'information pour que tout le monde la comprenne. Et après, bien sûr, on accompagne nos clients sur des outils plus classiques comme les sites internet, des vidéos, qui est aussi un média intéressant pour faire de la pédagogie, ou des présentations de vente. Quatrième et cinquième étape. Donc après avoir mesuré l'empreinte, engagé vos parties prenantes, défini vos objectifs de réduction, vient le temps de l'implémentation. Donc comment on met en place
vos actions, comme on les définit. C'est là qu'on va modéliser la feuille de route de votre action. C'est là qu'on va définir quels seront les moyens nécessaires à votre action, enfin à ces actions-là, quels sont les jalons dans le temps à poser pour arriver jusqu'à l'objectif final, et quelle est la gouvernance à mettre en place. Qui est responsable de quoi, comment on reporte l'information, quelle revue annuelle, trimestrielle, etc. on fait de l'avancement, afin de suivre l'évolution de ce plan d'action. Et enfin, on met en place le plan d'action. Et sur l'aspect communication, je laisse Laura compléter. Donc pour modéliser la feuille de route de réduction, en général, on intervient à cette étape pour animer et faciliter des workshops avec les différents services de l'entreprise qui sont mis autour de la table. Une des bonnes pratiques qu'on utilise pour créer une dynamique, c'est notamment de faire le calcul sur les actions de réduction qui ont déjà été mises en place et de voir quelle est leur part, leur contribution à la stratégie climat globale. À la 5e étape, c'est toujours de l'implication des parties prenantes. Ce qui va changer, c'est qu'au-delà de sensibiliser ses collaborateurs, on va devoir parler à toute sa chaîne de valeur. Donc de parler à ses fournisseurs, à ses partenaires et à ses clients principaux. Donc ça va être des messages différents qui vont être sur mesure en fonction des enjeux de chacun pour faire en sorte que chacun puisse vraiment mettre en œuvre l'action. Et enfin, 6e étape, qui n'est pas moins cruciale que les autres, c'est mesurer le progrès et communiquer sur ce progrès-là. Voilà, tous les éléments, toutes les actions qui ont été mises en œuvre, annuellement, on doit faire un retour là-dessus, s'assurer qu'elles sont mises en œuvre et qu'il y a un progrès sur ces actions-là. Et aussi mesurer là où il n'y a pas de progrès et là où il faut mettre une action supplémentaire, en tout cas un effort supplémentaire pour aller plus loin. Donc là, c'est l'étape classique de reporting qui est très importante pour communiquer ces progrès ou, comme le disait Antoine, parfois quand il n'y a pas de progrès, nous en communication, on recommande aussi d'avoir cette transparence et de dire, bon bah ici on n'a pas forcément atteint nos objectifs, mais d'être clair sur ces sujets-là, ça permet aussi de gagner en sincérité et en crédibilité. Et donc ce reporting, il permet de communiquer les progrès que vous avez réalisés, mais aussi de rassurer sur la réalité de vos engagements, de montrer les actions concrètes que vous avez faites. Une bonne pratique, ça va être de partager les histoires humaines qu'il y a derrière les différents chiffres qui peuvent être rébarbatifs dans le reporting. Donc vraiment raconter des histoires et montrer montrer l'humain qu'il y a derrière. En conclusion, on a donc vu que c'est très important d'intégrer la communication dans la stratégie climat tout au long du parcours, que la communication a vraiment son rôle à jouer. 3 enjeux de communication qu'on aimerait que vous reteniez. Le premier, c'est la nécessité d'être compréhensible, bien sûr, mais aussi d'être précis sur son périmètre, son calendrier et son approche. Le deuxième enjeu, c'est l'alignement à la raison d'être de votre marque pour faire en sorte d'intégrer la stratégie climat à votre stratégie d'entreprise. Et enfin, bien sûr, l'engagement des parties prenantes tout au long du parcours climat. Voilà. Hop. J'espère que vous aurez appris des choses et sinon que vous avez des questions peut-être à partager. On a une question sur la plateforme ProDurable. On n'a pas beaucoup de questions, mais une en particulier. Est-ce que votre outil de e-learning sur Mural est disponible en libre service ? Non. Aujourd'hui, en fait, on se sert de la plateforme Mural parce que, avec les différents outils qu'on a testés, c'est celui qui nous paraît être le plus efficace pour une équipe de 10-15. Mais on fait du sur-mesure, en fait. À chaque fois, nos e-learning, c'est adapté. Il y a déjà la mesure de l'empreinte de l'entreprise. Et ensuite, on adapte avec les chiffres et selon les enjeux sectoriels. Ça ne va pas être exactement le même jeu si vous faites du café ou des chaussures. En revanche, on peut former les équipes à réaliser ce jeu-là en interne. Oui, tout à fait. Tout à fait. On fait des modules de Train the Trainers où on va former l'équipe de formation et leur donner les clés pour qu'après ils puissent former toutes leurs équipes. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, à main levée ? Oui. Bonjour, Régis Janvier, Carbonautique. Merci d'abord pour votre présentation et votre méthode qui a le mérite de la clarté. J'ai une remarque quand même, et que moi je rends compte, j'accompagne des TPE, et
soit ça marche pas, c'est qu'en fait la raison d'être de l'entreprise, souvent il n'y a pas une raison d'être pour l'entreprise, mais il y en a au moins deux, qui est la vocation de l'entreprise en tant que telle, le métier d'entreprise. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait les gens ils viennent au boulot pour gagner leur vie. Et parfois pour la gagner, si possible, un peu mieux que le voisin, un peu mieux que... Voilà, il y a ce côté-là. Et est-ce que ça c'est quelque chose que vous abordez, c'est-à-dire en fait finalement ce frein à la transition qui est l'envie, c'est pas le besoin, c'est l'envie de chacun d'avoir un certain niveau de rémunération, un certain niveau de consommation dans la vie, et qui finalement est peut-être le vrai frein en fait à la sobriété carbone. On parle des croissances là Oui, je vais essayer de répéter la question. Est-ce que du coup, l'envie ou le besoin de bien gagner sa vie et de tout ça, est-ce que c'est un frein à la transition vers une sobriété carbone, grosso modo? En tout cas, la raison d'être, il y en a deux. Dans le cas concret d'accompagnement des entreprises, il y a deux raisons d'être pour vous. C'est la mission de l'entreprise qu'elle délivre, et aussi la raison d'être des personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui viennent là pour gagner de l'argent, si possible, toujours un peu plus demain. C'est ça. C'est la raison d'être, Oui, alors pour moi, normalement, il n'y a qu'une raison d'être dans les entreprises. Après, c'est peut-être la raison d'être marketing, mais qui normalement est censée consolider la vision de là où on veut aller. Après, j'ai l'impression que dans votre question, effectivement, il y a c'est le sujet de la consommation. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vont, par exemple, ce qu'elles cherchent à obtenir, c'est décorréler la croissance de l'entreprise avec leur empreinte carbone. Ce qui reste, par exemple, du coup, ça permettrait de concilier les deux raisons d'être que vous évoquez. Non. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un objectif qui est poursuivi par les entreprises. Après, si votre question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on forme à la sobriété ? Je dirais non. Je dirais que aujourd'hui, c'est quand même un discours qui est difficile à tenir et qui est un peu politique. Et elle est piège, votre question, quand même. Non, elle est pas piège parce que concrètement, c'est ce que je fais, ou en tout cas j'essaie de faire. Et clairement, l'une des grandes difficultés, c'est celle-là. Et quand on est dans des TPE, on est en prise directe avec le dirigeant de l'entreprise. Et là, en fait, voilà quoi, tout de suite, soit ça match, soit non, en fait, le plan d'action qu'on va pouvoir proposer, en fait, il viendra en contradiction avec ces objectifs finalement de croissance de l'entreprise, et qui, bien souvent, croissance décarbonée, il y a plein de secteurs d'activité où, désolé, mais on n'y arrive pas, quoi. Après, pour moi, donc ça va dépendre du secteur d'activité de la TPE, mais il y a toujours un moyen de créer de la valeur en étant dans une certaine sobriété. Donc c'est augmenter la qualité. Et il y a quand même de plus en plus de marques qui vont prôner la sobriété. Bon, alors il y a toujours Patagonia qui reste l'exemple de Don't buy this jacket. Mais Veja a des discours aussi de sobriété. Et je pense que les marques ne se sont pas encore lancées sur ces sujets-là parce que c'est difficile, notamment, je pense, de convaincre en interne de porter ce genre de discours, mais que ça a de la valeur de parler en ce sens auprès des consommateurs pour leur dire less is more et gagner en qualité. Il y a peut-être d'autres questions. Peut-être juste un commentaire par rapport à ce que vous disiez. Moi, je suis Marcel Herbret, je travaille chez Microsoft, sur la partie développement durable. Donc pas effectivement une PME, TPE. Alors moi, le propos que vous menez me fait penser à l'histoire de Pochetto, vous connaissez sans doute, Emmanuel Doriot, qui parle de l'économie régénératrice, entre guillemets, ou de la croissance régénératrice. Et en fait, il montre bien quand même que lui, il est parti d'un business qui est de l'enveloppe en papier, donc quand même assez carboné comme business, entre guillemets, effectivement le fait de démontrer qu'en interne, pour ces parties prenantes, il arrive quand même à changer sa chaîne de valeur et embarquer les gens, pas dans une logique de décroissance, mais dans une logique on va produire autrement, avec des meilleurs fournisseurs, on va vendre différemment, on va travailler différemment. Et donc c'est peut-être, enfin je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose, un discours que vous sentez, vous, au niveau des TPE, qui est quelque chose qui peut les embarquer ou leur permettre d'accélérer? Parce qu'effectivement,
effectivement, quand on est un grand groupe comme Microsoft, Ikea, etc., on n'est pas sur la même dynamique et sur la même capacité financière qu'une PME ou une TPE. Ouais, alors justement, dans les TPE, très clairement, il y a des entreprises où le dirigeant en fait va intégrer ces données-là et va donner une impulsion qui va aller dans ce sens-là, donc de changer le modèle économique, parfois peut-être effectivement sur le côté vente, d'avoir du conseil à la vente qui va permettre de réduire l'empreinte carbone des clients, des consommateurs. Et puis il y en a certains autres en fait où effectivement très rapidement on se rend compte que ceux-là il faudra s'en occuper plus tard. Mais du coup c'est pas forcément vos clients. Alors du coup ça s'arrête assez rapidement. On fait un bilan carbone et puis voilà. Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions? Là et là. Pardon. Comment impliquez-vous les parties prenantes externes? Souvent, en fait, ce qu'on recommande, c'est de les intégrer en fait dans la co-construction de certains plans. Donc là, je vais parler des clients, mais cela dit, des consommateurs, c'est possible aussi. Donc vraiment d'être dans la co-construction, et après, ça va être dans la communication. Pour moi, il y a la notion de désirabilité qui doit rentrer en compte. Il y a deux aspects. Il y a le côté pédagogique pour que chacun se rende compte vraiment des enjeux qu'il y a derrière, parce qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais en vrai, je ne suis pas sûre que tout le monde se rende compte des conséquences. C'est difficile à communiquer. Et d'autre part, c'est de projeter dans la désirabilité d'un changement de pratique. Je sais pas si ça répond. Et aussi, donc, il y a les parties prenantes externes type client, B2C, etc. Par contre, les parties prenantes externes dans la chaîne de valeur, là aussi, il y a une implication forte en fonction de la taille forcément du fournisseur dans la chaîne de valeur qu'on va impliquer dans la construction des plans d'action, parce que si l'entreprise arrive à dire ouais, on va faire moins 25% sur tel matériau sans avoir demandé à son fournisseur si c'est possible et si c'est envisageable dans un contrat de long terme avec le fournisseur, ça ne marchera jamais. Donc évidemment, c'est pas complètement évident, mais il faut les intégrer dans cette discussion-là, dans cette co-construction à un moment donné. Ouais. Ouais. Que pensez-vous du terme contribution à la neutralité carbone qui est porté par la Net Zero Initiative, et également comment parler d'intensité carbone lorsqu'on est dans une entreprise qui a une forte croissance et où les objectifs en absolu sont compliqués à mettre en place? Ils sont aussi compliqués à mettre en place en intensité du coup. Sur la contribution à la neutralité carbone, la Net Zero Initiative, alors il y en a plusieurs. Il y a Net Zero Initiative de carbone 4 ou Net Zero Initiative de carbone 4. Ouais. Je ne me suis pas vraiment penché sur la question, je ne veux pas dire de bêtises. Donc pour le coup, je n'ai pas la connaissance qu'il faut là-dessus sur celle de carbone 4. Je ne peux pas vous répondre, désolé. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, alors, je pense que pour le grand public, c'est peut-être complexe. Là encore, je prends des pincettes aussi sur ce que je dis, je vous réponds à chaud. Après, sur une cible experte, il me semble que ça a du sens d'être plus précis sur ces termes-là. Et donc, moi, la terminologie me paraît bien. Je reviens sur la question de l'intensité, effectivement, parce que tout à l'heure, on a dit que je pouvais choisir le périmètre, notamment le choix de choisir une réduction du bilan carbone dans l'intensité ou dans l'absolu. C'est quand même assez différent. Mais effectivement, on voit souvent des objectifs, moins 60% intensité, mais en même temps, ça sous-tend que l'entreprise, en tout cas dans ses objectifs, de multiplier par 2 ou par 3 sa production. Et au global, on a un bilan carbone dans l'absolu qui est supérieur. Donc comment on gère ça en communication? Je suis d'accord, c'est un vrai sujet. On n'est pas rentré... Parce que là, on vous a parlé juste des ambitions, des termes utilisés. Après, il y a toute une complexité qui existe dans la façon, par exemple, dont on compense, l'offset, l'inset, et comme vous dites, en absolu et en intensité. Aujourd'hui, pour moi, la réponse à vous apporter, c'est la pédagogie pour expliquer vraiment la différence. Et donc, du coup, il faut avoir un plan de communication qui multiplie les points de contact pour être capable d'avoir une approche de la stratégie climat un petit peu où on aborde et la complexité et avec un sujet plus simple en chapeau, ou plus compréhensible en chapeau. Oui, Marion. Bonjour, Marion Lebon, Cantis également. Pour répondre peut-être
ou en absolu. Effectivement, quand on a une forte croissance, vaut mieux privilégier la communication en intensité, puisque c'est celle qui montre que réellement on fait un effort. Après, chez Pantis, on regarde aussi pas seulement la réduction carbone de son scope, mais également à quel point on peut être facilitateur en fait dans toute sa chaîne de valeur et au-delà en fait sur tout son marché. Et donc si on a une activité en forte croissance et qu'on permet par là même de limiter les émissions carbone liées à un produit ou à un service dédié, puisqu'on va être plus vertueux que son concurrent, on a des axes de communication également là-dessus qui ne sont pas forcément régulés par les initiatives SBT ou bilan carbone en absolu justement, mais qui sont communicables quand même assez facilement et en tout cas compréhensibles du grand public. Une dernière question. Cilia, oui, bonjour. En grande partie sur de la compensation, puisqu'on sait qu'en résiduel, en fait, il va y avoir une partie facile, court terme, et puis ça va être de plus en plus difficile, et qu'on va arriver à des programmes extrêmement coûteux et voilà, de très long terme. Et pour autant, les programmes, enfin moi ce que j'en connais, des programmes qui proposent de la compensation, sur reforestation, agroécologie, etc., ils sont sur des métriques qui ne sont pas forcément connues sur le moyen long terme, parce qu'on n'est pas du tout en capacité de dire combien la forêt va pouvoir stocker, etc., étant donné les perturbations importantes des écosystèmes. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur une terminologie extrêmement ambitieuse? On voit IKEA, qui est quand même, en termes de carbone, qui est un mastodonte. Voilà, on est sur une terminologie qui est extrêmement flatteuse, extrêmement... pour le consommateur, c'est bien, parce qu'on évite l'angoisse, tout va bien, tout le monde va y arriver. En fait, c'est faux, tout le monde le sait, c'est archi faux. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des termes, justement, de communication qui tendent plus vers une vérité, j'ai envie de dire, plus humble, de dire, effectivement, voilà, on va dans la réduction, et la neutralité... Et je suis d'accord avec vous. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de ne pas leurrer le public en disant qu'on va compenser nos émissions et c'est fini. En réalité, ce que porte chaque définition, c'est qu'il faut absolument continuer à réduire. Les entreprises aujourd'hui, elles s'engagent à 2030-2035 sur des objectifs de réduction. Sauf qu'il n'y a aucune histoire de raconter entre 2035 et 2050 s'il y a un objectif de neutralité à 2050. Et c'est là qu'il faut de la pédagogie en disant... On s'est engagé à 2035 pour réduire un maximum selon les méthodologies SBT. Et ensuite, on va continuer à réduire selon des méthodologies qui seront révisées, etc. Plus tard. Mais il y a toujours cette exigence d'aller au plus près possible du zéro en réduisant. Et ensuite, on neutralisera le résiduel. Mais c'est vrai qu'après, les technologies et les solutions, les actions de compensation, aujourd'hui, on ne connaît pas leur effet. On connaît leur effet à long terme, théorique, mais on ne sait pas si un arbre qu'on plante aujourd'hui, il sera toujours planté dans 30 ans. Et donc, il est vrai qu'il faut être absolument précautionneux dans sa communication pour ne pas dire quelque chose qu'on ne va pas faire ou qui ne va pas se réaliser. Et il faut être aussi dans un discours réaliste. On ne va pas promettre des choses qui vont tout solutionner d'un coup. Je veux rajouter un truc. Et non, pour dire qu'aujourd'hui, je pense que les référentiels et les standards, ils sont en construction, qu'il n'y a pas encore de... Je crois qu'il n'y a qu'un seul référentiel qui va encadrer le claim de neutralité, qui doit être le PS 2060. En attendant les autres qui sont encore en cours de construction. Alors, je ne me souviens plus les numéros des ISO. 1468. Voilà. Et il y en a un deuxième. Net Zero Initiative. Voilà. Donc, on est aussi en attente de ces standards pour que peut-être, justement, comme vous dites, les claims de neutralité soient un peu plus encadrés et plus robuste pour que n'importe qui ne puisse pas se réclamer neutre en carbone. Mais c'est vrai qu'en plus, on voit qu'il y a des marques qui annoncent la neutralité carbone, et c'est ce qu'on retient, alors qu'ils n'ont pas encore publié exactement leurs engagements et leur plan d'action. C'est le cas de Starbucks. Ils ont fait une grande annonce, mais ça sera pour l'année prochaine qu'on aura leur plan d'action a priori. Voilà, on arrive au terme. Merci beaucoup.
je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. On sera ravis d'y répondre. Merci à vous. Merci.